Donc, maintenant, on a parlé de l'angor, maintenant on parle du syndrome coronarien aigu, qui est une des raisons de l'angor. Le syndrome coronarien aigu, c'est une artère qui est plus ou moins en train de se boucher. Alors, quand il est ST+, c'est que l'artère, elle est bouchée. D'accord? La douleur, elle est intense, elle est permanente. On fait tout de suite un électrocardiogramme, et qu'est-ce qu'on voit? Un sus-décalage de ST, rassurez-vous, je vais montrer ce que c'est, avec un miroir. Un miroir, ça veut dire que dans un autre territoire, vous aurez un sous-décalage de ST. Si vous n'avez pas de miroir et un sus-décalage isolé, vous n'avez pas d'infarctus. Vous avez autre chose. Vous avez une myocardite, vous avez une péricardite, mais vous n'avez pas d'infarctus. Je vous montre tout de suite à quoi ressemble le sus-décalage de ST. Je ne sais pas si j'ai un marqueur, j'en ai pas. Alors, je vais utiliser la souris. Vous voyez ici, là. Là, il n'y a pas de sus-décalage de ST, vous voyez? Là, le segment ST, il est à peu près au même niveau que le segment PR, d'accord? Ici, par contre, vous voyez, vous avez un immense sus-décalage, une espèce d'onde géante, hein, qui va complètement recouvrir l'ondaire ici, et qui fait que vous avez un sus-décalage qui va de V1, V2, V3, V4. C'est le territoire antérieur, d'accord? Ce monsieur est en train de boucher son artère interventriculaire antérieure. Alors, le miroir, en bleu, vous voyez qu'ici, il y a un sous-décalage de ST en D2, D3 et VF. D'accord? Des questions? Tout le monde a vu le sous-décalage de ST, le miroir? Vous ne l'oublierez pas? C'est capital. D'accord? Le diagnostic, il est simple, il peut se faire en 2 minutes quand le malade il arrive aux urgences. Là, vous avez vraiment un sous-décalage de plusieurs dizaines de millimètres. Le patient est en pleine phase aiguë d'infarctus. Il y a un caillot dans l'artère coronaire. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut considérer que c'est une urgence vitale et amener le patient en salle de coronarographie pour déboucher le caillot par angioplastie. On revient sur les diapositives précédentes. Donc, il ne faut pas attendre la troponine qui mettra 1 à 2 heures à arriver. On n'a pas besoin de la troponine. Bien sûr qu'on la dose, mais on aura le résultat, le patient il sera déjà dans son lit, l'artère débouchée avec un stent. Donc les examens complémentaires, ben, c'est quoi? Ben, c'est le bilan d'entrée, numération, le iodogramme avec la créatinine, et puis aussi une crasse sanguine pour savoir si le patient n'a pas des troubles, comment on va faire un acte invasif, c'est mieux de savoir sur quelle base on part. Mais c'est une urgence, on n'attend aucun examen, ok? Urgence immédiate. La première cause de morbimortalité, c'est quand même l'infarctus, hein, dans les pays développés, comme d'ailleurs dans beaucoup de pays sous-développés. Je vous remonte l'électrocardiogramme. Donc, maintenant, on passe au SCA-ST-. ST-, ça veut dire qu'il a un sous-décalage de ST que je vous montre tout de suite. Où est-ce qu'il est le sous-décalage? V1, V2, V3, vous voyez un sous-décalage? V4, V5, V6, moi je ne vois rien. Ça, c'est un électrocardiogramme qui est normal. Et là, regardez, V1, V2, il y a un petit sous-décalage, mais carrément en V4, V5 et V6, vous voyez qu'on est carrément en dessous du niveau du segment PR qui est là. D'accord? Vous l'avez tous vu? Bon, bah, la prochaine fois que vous le verrez, ce sera quand vous serez aux urgences. Vous ferez un diagnostic de syndrome coronarien aigu, SCA-ST-. L'angor est spontané. Le patient dit oui, j'ai une petite douleur avant-hier. Oh, ben, je n'ai pas pris attention parce que je travaillais, parce que j'étais en voyage, parce que voilà, j'ai fait l'autruche. Et puis elle est revenue cette nuit. Ça a duré un peu plus longtemps, ça a duré 20 minutes. Et puis ce matin, j'ai quand même été au travail. Et puis là, je me suis inquiété parce que la douleur est revenue. Ça, c'est ce qu'on appelle un syndrome coronarien aigu. Qu'est-ce qu'il faut faire de ces patients-là? Il faut les hospitaliser en urgence parce que l'évolution spontanée de 50% de ces patients, c'est la mort ou l'infarctus, hein, c'est-à-dire l'artère qui se bouche. C'est clair? Donc c'est grave. Alors maintenant, comment est-ce qu'on désigne, comment est-ce qu'on distingue les SCA qui sont considérés comme des infarctus en tant que tels parce qu'il y a une nécrose myocardique et les SCA qui ne sont pas considérés comme des infarctus? On parle des SCA ST-. Les SCA ST+ sont tous des infarctus. Et bien, tout simplement ceux qui ont une troponine élevée. Et on n'a pas besoin d'avoir une très grosse élévation à troponine. Ça, c'est une découverte il y a 7-8 ans. On s'est aperçu que les patients qui avaient une troponine élevée par rapport à ceux qui n'avaient pas de troponine élevée avaient 10 fois plus de chances d'avoir un infarctus ou un
un décès dans l'année. Donc c'est des gens dont le risque est 10 fois plus élevé. Ça ne veut pas dire qu'on n'hospitalise pas les SCA, ST- qui ont une troponine négative. Mais ça veut dire qu'en termes de gravité, il faudra qu'on soit encore plus attentif aux SCA, ST- avec troponine positive. Et de toute façon, qu'est-ce qu'on fait au moindre doute? On hospitalise. Vous avez bien vu cet électrocardiogramme? Alors, la douleur thoracique peut être intermittente, voyez. On peut avoir de la chance et le CG est enregistré au moment de la crise, comme je vous l'ai montré. Dans ces cas-là, direction unité de soins intensifs, LUSIC, tout de suite. Mais parfois, le patient, il arrive, il a plus mal. Alors le CG est normal, comme je vous l'ai montré. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, comme je vous l'ai dit, on attend. On n'est pas pressé. Et on lui dit, si vous avez mal, vous appelez. On fait l'électrocardiogramme. Et là, éventuellement, en parallèle, on fait le bilan de troponine. Et on garde le patient au moins 4 heures, qui est un cycle de troponine. Et on voit si la troponine va monter au cours des 4 heures. Si la troponine ne monte pas, le patient peut rentrer chez lui. Mais il aura quand même une épreuve d'effort. Bien sûr, si l'électrocardiogramme est normal. Hein. Électrocardiogramme post-critique normal. Ou l'électrocardiogramme percritique normal d'ailleurs. Hein, qu'il soit percritique ou intercritique, c'est-à-dire pendant la crise ou en dehors de la crise, le patient il peut rentrer chez lui. Mais on lui fera quand même un test d'effort. Et voilà. Et sinon, de toute façon, on hospitalise le patient et on lui fait une échographie cardiaque pour voir s'il n'y a pas déjà une souffrance myocardique en veillant sur un des segments de l'échographie cardiaque, un des segments du ventricule gauche, s'il est atteint, paroi antérieure, paroi postérieure, etc. Donc maintenant, on arrive à l'angor stable. Vous avez remarqué que par quoi j'ai commencé? On rentre dans la maladie coronaire, contrairement à ce que les gens pensent, pas du tout par l'angor stable. L'angor stable, c'est l'angor stabilisé. C'est un angor qui arrive sur des lésions anciennes et fixes. L'angor SCA, qui arrive dans le SCA, ST+, ou ST-, c'est la première manifestation de l'angor. Et vous savez quelle peut être la première manifestation de l'angor, malheureusement? Ben, c'est la mort subite. On peut dire que l'apparition aura été courte pour le patient. Hein, douleur, décès. Non, mais on rit, mais c'est ça. Ou alors douleur, je vais aux urgences, et puis je décède aux urgences parce qu'on n'a pas été assez vite. Et puis douleur, infarctus, complications, on arrive à le déboucher, et là on arrive à... Quand j'étais externe il y a quelques années, en 1977, j'étais comme vous en 2e année, eh bien on hospitalisait les patients pendant 15 jours en USIC. On n'avait pas encore accès à la thrombolyse, on savait juste qu'il y avait des troubles du rythme au cours de l'infarctus et des anticoagulants, et la mortalité était à peu près de 30%. Aujourd'hui, la mortalité de l'infarctus est tombée à 5%. C'est vous dire qu'il y a quand même eu beaucoup de choses dans ces 30 dernières années qui ont fait qu'on a pu lutter contre la mort de ces patients. Même si on a toujours affaire à des arrêts cardiaques en pleine ville qu'on ne sait pas prendre en charge, ou des patients dont le diagnostic n'est pas facile. Donc l'angor stable, c'est un angor stabilisé parce qu'en fait, le patient, il est rentré dans la maladie coronaire en faisant une rupture de plaque. Cette rupture de plaque, elle s'est soit bouchée complètement parce que le caillot s'est formé, soit elle a évolué façon SCA, ST-, en envoyant des petites caillots en périphérie, mais sans que l'artère se bouche, c'est le SCA, ST- avec troponine élevée, ou soit le patient a rompu sa plaque, et puis finalement tout s'est passé normalement, et c'est ce que je dis, c'est le patient finalement qui va cicatriser, mais la cicatrisation de la paroi artérielle va se faire en se rétrécissant. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de recoudre une manche de pull ou un pantalon, mais quand on recoud, en général, eh ben, comme on ne sait pas très bien faire, on rétrécit toujours. Je vois que ça ne suscite aucune réaction parce que... Mais en pratique, c'est ce qui se passe dans la cicatrisation des artères qui ne se fait pas bien. C'est pour ça qu'il y a autant de maladies coronaires. Il y a une hétérogénéité incroyable de cicatrisation d'un organe à l'autre chez un être adulte, ce qui est très curieux. Si on notait de 0 à 20 la cicatrisation, le cerveau et le cœur ont une capacité de régénération qui est entre 0 à 1 sur 20. Les artères, 6 à 7 sur 20. C'est-à-dire qu'elles vont mal cicatriser. Elles vont cicatriser en se rétrécissant, en faisant des vrais rétrécissements. Et ces rétrécissements vont générer justement l'angor. L'angor stable, c'est quoi? C'est un angor où il y a
une manque d'oxygène pour un effort bien précis. Le patient vous dit, je fais mes 4 étages, au 3e, j'ai ma douleur. Il s'arrête. La diminution de consommation d'oxygène lui permet de repartir. Ou alors, je fais 2 pâtés de maison, je vais acheter le pain, mais je ne peux pas acheter le pain, je suis obligé de m'arrêter devant le kiosque à journaux. Ça, c'est l'angor stable. Il est stable. C'est juste simplement qu'il est il a une consommation d'oxygène qui n'est pas suffisante à l'effort, ou plutôt qui est trop importante à l'effort par rapport à l'apport d'oxygène. Donc c'est un angor qui a une entité anatomique que je vous ai décrite. Il a une ancienneté qui est plus importante, bien sûr. C'est au-delà de 2 mois. Hein. On peut parler d'angor stable au-delà de 2 mois. Une douleur qui existe depuis plus de 2 mois. D'accord ? Il s'est passé quelque chose. Et souvent, la personne qui vous décrit un angor, en fait, il décrit aussi un épisode il y a quelques mois ou quelques années qui était un peu suspect, qui aurait pu évoquer un syndrome coronarien aigu qui est passé inaperçu. Cette douleur, elle s'arrête à l'arrêt de l'effort. C'est très important. Donc, comme je l'ai dit, l'artère s'est cicatrisée, mais elle s'est rétrécie, et donc c'est normal. Quand on accélère, eh bien, ça cale. Il y a un problème d'apport d'oxygène qui est insuffisant. Le CG normal intercritique, je ne vais pas vous montrer le CG normal, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de sous-décalage de ST, il n'y a pas d'onde T négative. Qu'est-ce qu'il faut faire chez ce patient? Tranquillement, lui faire un test d'effort et éventuellement une choro après traitement si le test d'ischémie est toujours positif. Ça, c'est très important. C'est une table en anglais, certes, mais il ne faut pas avoir peur. C'est pour bien expliquer le rôle capital que vous aurez. C'est vous qui allez définir si votre angor il est soit typique, ce que les Anglais appellent definite, soit probable, c'est atypical angina, ou c'est une douleur non cardiaque. Une douleur typique, c'est une douleur. C'est une douleur rétrosternale, thoracique, avec une qualité caractéristique et dans la durée telle qu'elle est provoquée par l'effort et elle est soulagée par l'arrêt de l'effort ou la trinitrine. Si vous avez ces 3 arguments, vous considérez que votre angor il est typique. Et ça veut dire qu'il ne faudra pas lâcher le patient, même s'il n'a aucun facteur de risque, même si l'épreuve d'effort est normale, il faudra se dire, ce gars-là, il fait de l'angor et je ne vais pas lâcher. J'irai peut-être même jusqu'à la coronographie s'il le faut. Maintenant, on rentre dans l'angor probable. Il réunit 2 des caractéristiques sur 3. Donc, on est vraiment sur les choses pas très loin du premier. Et le 3e, c'est qu'il n'a qu'un ou 0 des caractéristiques décrites ci-dessus. D'accord ? C'est-à-dire la description de la douleur, le fait qu'elle est provoquée par l'effort ou l'émotion ou le stress émotionnel, et troisièmement, qu'elle est soulagée par l'arrêt de l'effort ou la trinitrine. Et à partir de là, c'est vous qui direz « J'ai l'intime conviction que ce malade fait de l'angor ». Et c'est capital. Donc je vous résume le sus-décalage de ST pour ceux qui ne l'avaient pas vu, le sous-décalage de ST pour ceux qui dormaient, et l'onde T négative qu'on n'avait pas vue. L'onde T, normalement, elle est positive, là, elle est négative. Et puis, le ECG normal. D'accord ? Vous voyez, ça remonte à 1993. Mais